Bienvenue dans la matrescence, que vous soyez futurs parents, nouveaux parents, parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines, frères, sœurs, peu importe. Si vous avez été un enfant un jour, ce podcast est fait pour vous. Désormais, chaque mercredi, nous vous proposons un épisode de notre immense catalogue qui a débuté en mars 2019, et oui, déjà. Un épisode toujours aussi pertinent et à l'ordre du jour pour vous accompagner au mieux dans cette aventure formidable qu'est la vie. Cet épisode que vous allez écouter, partagez-le autour de vous, inondez vos groupes WhatsApp. On veut que la matrescence voyage le plus loin possible. Je vous souhaite une très bonne écoute. Juline Anquetin-Ro a été nommée au Global Teacher Prize en 2021 parmi les 10 meilleurs professeurs du monde, une première pour une Française. Pour arriver à ce résultat, Juline raconte à travers son livre « La prof qui murmurait à l'oreille des ados » son cheminement et surtout la pédagogie qu'elle a mise en place. Professeure en CFA à Rouen, Juline a expérimenté la classe autonome en mixant plusieurs pédagogies proviennent majoritairement de maternelle pour intéresser une tranche d'âge réputée difficile, les adolescents. Avec les différentes méthodes mises en place et la façon dont elle pose le cadre pour une sensation de liberté avec ses élèves, Juline a obtenu des résultats époustouflants. Plus de problèmes de discipline, moins de troubles de l'apprentissage, une concentration extrême et surtout des élèves heureux d'apprendre. Ça paraît idyllique, on est d'accord. Et pourtant, allez, je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une très bonne écoute. Et psst, à travers cet épisode, je voulais rendre hommage à tous les profs qui se démènent au quotidien pour faire évoluer les méthodes d'apprentissage, que ce soit dans le primaire, le secondaire, chez les maternelles, peu importe, et surtout qui n'ont pas la reconnaissance de Juline. Merci à vous. Je crois qu'elle a aussi écrit ce livre pour vous et votre implication quotidienne. Bonjour Juline. Bonjour Clémentine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'ai été fascinée par ton livre. Bon, déjà, j'avais vu quand tu avais eu le prix tu fais partie des 10 professeurs récompensés au Global Teacher Prize et j'avais trouvé ça génial ce que tu avais mis en place. Donc, j'étais trop contente de pouvoir lire ton livre et découvrir un petit peu plus sur ta méthode et ton parcours. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant si tu peux nous raconter ton aventure avec l'enseignement. Ça s'est commencé par un échec et c'est ce qui finalement a été ta chance. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui, ça a commencé par un échec parce que moi je voulais absolument être professeur d'histoire-géographie. Donc j'ai préparé les concours pour rentrer à l'éducation nationale, donc le CAPES et l'agrégation. Et j'ai préparé ça vraiment avec une passion incroyable, avec juste j'avais hâte qu'on me dise allez c'est bon, tu peux aller en septembre devant des élèves. Et puis ça ne s'est pas passé comme prévu puisque je l'ai raté à vraiment quelques points ce concours. Et là le monde s'est écroulé en fait, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on m'empêchait de faire ce que j'aimais le plus au monde. Et en plus, je trouvais que la façon dont on nous recrutait était absolument absurde. Je disais mais ce sur quoi j'ai raté, c'est pas ça qui va faire de moi un bon enseignant en fait. Donc pourquoi on me juge sur ça? Donc j'ai pris des chemins de traverse. J'ai décidé de coûte que coûte devenir enseignante et d'aller ailleurs quoi. Et c'est là que j'ai découvert un monde que je connaissais pas du tout en fait, parce qu'on pense professeur égale éducation nationale, mais en fait il y a énormément de gens qui travaillent dans les MFR, dans les Greta, dans les lycées horticoles, dans les lycées agricoles. Et donc moi j'ai commencé à travailler dans des écoles privées, puis je suis arrivée comme ça de fil en aiguille au CFA à Rouen, où là j'ai encore découvert un nouveau monde qui était celui de l'apprentissage. Moi, j'ai fait apprentissage, tu vois, en école de journalisme. Ça existe que les gens, je pense, ont une vision un peu biaisée en disant c'est que les boulangers, la cuisine, la pâtisserie. Mais non, heureusement, maintenant, dans plein de métiers, on a le droit de faire un CFA en apprentissage dans d'autres métiers. Donc ça, c'est cool. Pendant que toi, t'enseignes, donc t'expliques, pendant 10 ans, t'enseignes, et justement dans des lycées privés, qui prennent différentes formes. Tu crées ton agence de soutien scolaire aussi, donc tu as un contact avec les élèves qui est différent, parce qu'il y a une hiérarchie qui est un peu différente, j'imagine, en soutien scolaire, que quand tu es prof face à une classe. Et tu dis qu'un jour, tu as eu le déclic, tu regardes le TEDx de Céline Alvarez, et ça te fait prendre conscience qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il s'est passé quoi à ce moment-là, quand tu vois cette vidéo? Je me souviens la sensation que j'ai eue, je me souviens m'être écroulée dans mon canapé.
Je me souviens être tombée presque à la renverse. Bah, pas à la renverse parce que j'étais dans mon canapé, mais je me souviens être tombée vraiment. Quand je dis je suis tombée des nues, c'est vraiment, moi, je suis tombée. J'ai eu ce mouvement de recul en arrière et je me souviens avoir pleuré et je me souviens avoir été en colère. De me dire, ah, mais en fait, on sait. Parce qu'elle le dit dans sa conférence, elle dit, il y a un rapport sur l'éducation, hein, qu'un rapport tout à fait officiel de 2012 qui dit on envoie 40% des gamins dans le mur. On le sait, quoi. Et moi, je me disais, mais en fait, ouais, c'est moi qui les récupère, ces 40% là, en fait. C'est ceux que j'ai dans mes classes. Et en fait, on aurait pu les emmener ailleurs, quoi. C'est ça, ça m'a mis en colère, vraiment. Ça m'a mis en colère de me dire, parce qu'après, dans le reste de sa conférence, elle montre, elle, ce qu'elle a mis en place. Et elle montre comment elle peut déjouer un peu le sort. Et là, je me suis dit, ah, mais en fait, il y a des gens qui ont des solutions. Il y a des gens qui font des trucs incroyables, qui fonctionnent. Je me souviens d'avoir pleuré en voyant ces petits gamins de 5 ans faire des divisions, lire parfaitement, être capable de donner les notes de musique ou de placer le Brésil sur une carte. Enfin, je me suis dit, mais en fait, on pourrait faire. Et quand j'ai commencé à fouiller, j'ai compris que c'était Montessori. Et là, j'étais encore plus en colère. Parce que je me dis, Montessori, ça a 100 ans, quoi. Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi on n'a pas écouté cette pédagogue d'abord Maria Montessori, puis Céline Alvarez, parce que Céline Alvarez, elle a montré que ça fonctionnait dans les milieux défavorisés, que ça fonctionnait sur les élèves actuels, quoi, qui avaient entre 3 et 6 ans. Moi, non, je partage sa rage, je comprends pourquoi elle a démissionné, je comprends pourquoi elle est partie en Belgique, enfin, vraiment, c'est fou. Il y a quelqu'un, il y a pas très longtemps, qui m'a dit, mais est-ce que vous pensez que votre méthode, ça peut s'adapter aux tout petits? Je dis, mais c'est l'inverse, en fait, c'est elle qui m'a inspiré la méthode. Pendant les 10 années où tu enseignes, sans avoir vraiment encore établi ta pédagogie, tu sens un peu cette dissonance en toi, te dire je pourrais faire mieux, enfin il y a un truc qui matche pas, parce que t'es encore, tu le dis, dans cette posture où tu donnes des cours magistraux, donc très ascendant et à la française. Je le sens pas vraiment parce que j'étais déjà un professeur atypique avant de faire de la classe autonome. J'étais déjà un professeur atypique. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, donc c'était en 2009, j'ai mon premier poste, j'achète mon vidéoprojecteur. Aujourd'hui, ça paraît fou, il y a des vidéoprojecteurs dans toutes les classes, maintenant il y a même des tableaux connectés, etc. Mais à l'époque, personne faisait ça. Et moi, j'avais acheté moi-même sur mes propres deniers mon vidéoprojecteur. Je disais, je veux travailler avec de l'image. Je travaille avec de l'image, avec du film, avec des effets, enfin. Donc déjà, j'étais un peu un professeur atypique. J'essayais déjà de faire du jeu, j'essayais de faire de la pédagogie par le projet, mais en fait, je savais pas comment faire. J'ai essayé des trucs, ça fonctionnait. Parfois, ça fonctionnait, parfois c'était une fiasco total parce que je savais pas du tout comment le gérer. Donc j'ai essayé, oui, des choses différentes. J'avais quand même de toute façon une posture qui était différente, donc ça, je sentais que j'étais alignée avec ça. Mais j'étais frustrée, ouais. Ouais, j'étais frustrée. Je voyais que j'en laissais au bord de la route. Je voyais qu'ils retenaient pas assez ce que je voulais leur transmettre. Comme s'il y avait un plafond de verre, en fait, au-dessus. Et oui, au début, j'étais de ceux qui cherchaient des coupables, en fait. Qui disaient, mais de toute façon, c'est parce qu'on a trop d'élèves par classe. Mais de toute façon, c'est parce que c'est trop hétérogène. Mais de toute façon, c'est parce que l'école avant moi, en primaire, quelque part, ça a pas fonctionné. Et puis maintenant, je suis dans l'équipe adverse. Je suis dans l'équipe de on va aller, on arrête de trouver des coupables et on trouve des solutions, quoi. Et c'est tellement plus sympa. C'est franchement beaucoup plus sympa que de passer, que de râler, quoi. C'est vraiment tellement plus sympa. Bah, je pense qu'on est obligé de râler un moment et après, il faut passer à l'action, comme tu dis. Ça m'arrive encore de râler, hein. C'est parce qu'il y a un problème quelque part. Mais je pense que j'ai ce truc d'espèce de force créatrice qui, je reste pas sur je vais râler. Je veux vraiment trouver des solutions. Je veux vraiment résoudre le problème. J'aime le défi. J'adore le challenge. J'adore le challenge. Là, j'ai découvert une classe il y a 2 jours. Je suis sortie de ma classe. Tous mes collègues qui les avaient déjà eus m'ont dit, alors, genre, ils sont horribles, hein. Et moi, j'étais là. J'adore le challenge. J'adore le challenge. On y va. Je suis sortie fatiguée, mais des étoiles dans les yeux à me dire, ah, eux, ils vont me donner du fil à retordre, j'adore. Tu le dis, tu t'es beaucoup inspiré de plein de pédagogies différentes et tu as été dans une école démocratique, tu as beaucoup regardé ce que fait Maria Montessori et tu as adoré le film Le Maître et l'Enfant, qui est génial, ce documentaire. Ouais. J'invite tout le monde à le regarder parce que vraiment, il donne des frissons de voir les enfants apprendre de cette manière. Pourquoi est-ce que ça a été important pour toi de commencer à t'intéresser à ces pédagogies qui sont, comme tu disais, à la base destinées aux maternelles en plus?
En fait, j'étais tellement fascinée par ce qu'avait fait Céline Alvarez que j'ai voulu comprendre. Je me souviens quand j'ai regardé sa conférence, je tombe des nues, je pleure, je suis en colère. Et après, ma question c'est, mais comment ça fonctionne? Je me dis, mais comment elle a réussi? Comment ils arrivent à lire à 5 ans? Comment ils arrivent à faire des divisions? Je voulais comprendre concrètement ce qu'il y avait derrière. Et ce qui me fascinait dans son travail, c'est qu'on voyait pas l'enseignant. Dans toutes les vidéos, on voit les enfants travailler tout seuls. Ils ont 4 ans. Et je me dis, mais comment, il est où le processus, le protocole qu'elle a mis en place pour arriver à ça? Donc j'ai cherché, j'ai fouillé, c'est devenu une obsession. J'ai cherché et c'est là que j'ai découvert qu'elle s'était inspirée des neurosciences et notamment des travaux de Stanislas Dehaene. C'est là que j'ai fouillé, que j'ai découvert Montessori, que je ne connaissais pas. Et c'est ça qui moi aujourd'hui me paraît fou, c'est que ça faisait 10 ans que j'enseignais. Je connaissais le nom, je n'avais jamais été chercher ce que c'était. Et là j'ai cherché et ça m'a fascinée. Ça m'a fasciné ce matériel, cette posture de l'enseignant. Donc oui, j'ai fouillé, je suis allée voir ce que c'était. Je suis tombée sur des choses sur l'école démocratique, je suis tombée sur des choses sur Freinet, sur De Crowley, sur Maria Montessori, et vraiment j'ai cherché est-ce que on pourrait l'adapter aux adolescents et est-ce que c'est souhaitable? Parce qu'un cerveau d'enfant de 4 ans, c'est pas un cerveau d'enfant de 15 ans. Donc ma question, ça a été ça aussi. Ça a été de dire, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est bon de faire la même chose pour des adolescents? Et donc l'idée, ça a été de complètement l'adapter aux adolescents. Mais ce que je fais, par exemple, dans la classe autonome, je pense que ça ferait dresser les cheveux sur la tête à des purs fidèles de Montessori. Parce que moi, quand je l'ai présenté à une dame qui avait fait un collège Montessori, je lui ai dit, moi, je veux travailler avec le matériel Montessori. Elle m'a dit, non, 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 Montessori, c'est pas ça qu'elle préconise pour les adolescents. C'est pas le travail sur le matériel. Mais moi, j'étais têtue. Alors, je me suis dit, je vais le tester quand même parce que j'ai l'intuition qu'il y a un truc là-dessus. Et je l'ai fait tester par une classe de remédiation et ça a été, mais incroyable, incroyable. Et là, je me suis dit, OK, on y va, on part là-dessus. Donc oui, il y a eu les pédagogues, mais il y a eu surtout beaucoup, beaucoup l'intuition du terrain. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment, au fil du temps, tu as donc élaboré ta classe autonome? Et alors, comment elle fonctionne? Déjà, est-ce que tu as des tables positionnées de manière particulière? Physiquement, comment est-ce que ça se passe déjà? Alors, la façon dont je l'ai élaboré, j'ai fait avec les moyens que j'avais. Déjà, ça c'est encore une fois, c'est entre je râle parce que j'ai pas les moyens et je trouve des solutions. Bah voilà, je fais qu'est-ce que j'ai sous la main, je fais avec ça. J'ai eu la chance qu'on m'ait donné un petit peu de moyens, mais j'aurais eu moins de moyens, j'aurais fait avec moins. Enfin, très clairement. Donc l'idée, ça a été de mettre dedans de la liberté, des plans de travail pour qu'ils aient quand même un programme à suivre, parce que je pouvais pas être complètement comme Montessori où ils allaient vraiment vers ce qu'ils voulaient. Moi, j'avais quand même un programme à respecter, donc il y a quand même un plan de travail. L'idée, c'était également qu'on fasse rentrer le programme dedans et les exigences de l'examen et qu'on arrive à faire tenir ça dans le temps de cours que j'ai moi. Et je voulais absolument qu'il y ait du matériel, qu'il y ait de la manipulation, qu'il y ait plein de matériel différents et aussi du numérique. Ça, c'est pareil. Chez Montessori, il y aurait pas. Bah, il y avait pas forcément en 1907, mais moi, j'ai rajouté le numérique parce que ça m'a aidé à créer des choses pour individualiser et pour personnaliser au niveau des élèves, différencier en tout cas. Comment ça fonctionne? Dans une séance de cours qui dure moi 1h40, je garde du magistral, je garde du descendant, mais j'y mets vraiment ce qui est pertinent. Je fais quelque chose de très dialogué, très théâtralisé, et c'est 25% du temps. Ça, c'est le plus dur au début, c'est de s'astreindre à 25% du temps. Ensuite, 15% du temps, on est sur du quiz pour justement que tous les élèves ancrent ce qu'ils ont vu dans le cours, dans la leçon, dans cette partie leçon, ça c'est 15% du temps. Et après, 50% du temps, c'est l'autonomie. C'est ce qui a donné le nom à la méthode. L'élève, il est sur son plan de travail, il a sa liste d'ateliers, il est fait dans l'ordre qu'il veut, avec qui il veut, autant de fois qu'il veut. Il a le droit de s'arrêter au milieu d'un atelier, de le reposer, d'en faire un autre. Et il doit gérer comme ça son temps pour faire tous les ateliers obligatoires au programme. Et puis les 10% restants, c'est le temps informel. C'est faire l'appel, etc. Donc ça fonctionne comme ça. C'est un mélange de plusieurs pédagogies, c'est un mélange de plusieurs approches, de plusieurs postures. Et je l'ai fait encore hier, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Moi, hier, je suis rentrée chez moi, j'avais la patate. C'est juste incroyable, quoi.
Pourquoi est-ce que le fait d'être actif et non passif quand on apprend, ça change tout? Ah, ça, c'est les neurosciences qui nous le disent, hein. Vraiment, c'est dans le cerveau, hein. C'est dans le cerveau. On a plusieurs études, hein, que je cite dans le livre. On a plusieurs études qui nous montrent que quand on est actif, on mémorise mieux. Il y a quelque chose qui se passe dans la mémoire parce qu'on est en train de faire. On n'est pas vraiment pas passif en train d'essayer d'ingurgiter une information. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le corps, il a besoin aussi de bouger. Donc, c'est pas juste être actif à faire quelque chose sur son téléphone. C'est aussi que le corps doit bouger. Et ça, il faut absolument le remettre à l'école. C'est pas juste la tête, cœur, corps. C'est la base, quoi. Mais moi, je l'ai pas fait, hein. Pendant 10 ans, je l'ai pas fait, hein. Là, maintenant, vraiment, je l'ai fait bouger. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de se lever une fois pour aller chercher le matériel. Ils sont obligés de se lever une deuxième fois pour aller chercher la correction. Et ils se lèvent une troisième fois pour venir faire valider par moi l'atelier. Donc, ils passent leur temps à se lever. Hier même, j'ai pris des photos en cours. Ils étaient debout. Ils étaient debout autour de la table, quoi. Ils s'assiedent même plus. Ils étaient dans d'autres postures, dans d'autres. Donc oui, non, être actif, pour moi, c'est le plus important. C'est à ça qu'il faut faire attention parce que les vieux démons reviennent très très vite. Même moi, il y a des moments où je repars sur des cours, je fais des trucs, je crée, et au bout d'un moment, je me dis, mais Juline, qu'est-ce que tu fais? Ça y est, t'es reparti dans du descendant, t'es reparti dans je vais faire une conférence. Non, 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 non. Il faut absolument mettre les gens le plus acteurs de leur apprentissage possible. En tout cas, engagés activement. Et tu parles du mouvement, à quel point c'est important et qu'il faut donc repenser les établissements, ne serait-ce que les salles de classe. Tu cites un ou une professeure, je sais plus, finlandais, qui faisait partie de ceux qui ont été nommés Yuka, ouais. avec toi et qui avait une salle où il y a des barres parallèles, des tractions, où il y a un mouvement physique. Et Ouais. moi, je suis la première maintenant, j'ai un tapis de course pour travailler avec un bureau haut et je vois à quel point je travaille mieux. Et ça, en France, c'est pas possible de faire On n'est bouger pas les prêt. élèves. Non, on n'est pas prêt. Ah, moi, quand Yuka, il m'a montré sa classe, donc le professeur finlandais, il m'a montré sa classe. Vraiment, c'est la première chose que je lui ai dit. Je l'ai regardé, j'ai dit, tu sais, en France, on n'est pas prêt. Parce que déjà, moi, on me prend pour une folle de faire de la classe autonome. Et pourtant, j'ai pas changé. Le matériel, c'est les mêmes tables. Elles sont juste en îlot. Enfin, il y a rien de fou. J'ai pas utilisé de la classe flexible avec du matériel flexible. Pour l'instant, en tout cas, c'est en projet. Mais au départ, j'ai fait de la classe autonome vraiment avec ce que j'avais. Non, non, on n'est pas prêt. Moi, j'ai une photo que j'adore, qui est la photo qu'on trouve sur mes sites internet, que je mets partout parce que je la trouve magnifique, où on voit mes élèves en train de travailler tous ensemble sur un même atelier, en train de manipuler, et il y en a un qui est allongé sur la table. Parce que la table était trop loin de lui et il voulait le faire avec les copains, il est allongé sur la table. Quand je montre cette photo en formation, j'ai des enseignants qui me disent, ah non, non, mais ça, c'est pas possible. Donc voilà, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à mettre des barres parallèles, on n'est pas prêt à mettre des hamacs, on n'est pas prêt à mettre des enfants allongés par terre pour travailler, alors que pourtant certains, ça leur va très bien. Ça viendra, ça viendra. Parce que les résultats sont là, en fait. C'est pas juste, on n'est pas en train de se dire, allez, on fait une éducation à la cool et tout, mais pas du tout, en fait. C'est vraiment que quand on apprend, on peut être dans des postures totalement différentes et c'est efficace puisque la Finlande a quand même des résultats incroyables en lecture, en sciences, en maths et en plus les gens sont heureux. Et en bien-être à l'école, je crois. C'est même pas juste ils sont très bons parce qu'on en a d'autres, hein, des pays asiatiques où les gamins sont hyper bons mais ils sont stressés par contre. Mais la Finlande, non, ils sont bons et en plus ils sont heureux. Donc là, je t'ai posé la question de comment physiquement ta classe elle s'organise. Donc on a compris le mouvement, le plus important, et leur autonomie, ce qui est favorisé par comment tu as inséré les tables. Est-ce que tu peux nous détailler maintenant, dans ta méthode de la classe autonome, ce que tu utilises, que ce soit les flashcards ou tous ces le tableau magique, c'est ça? À quoi ça correspond et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des choses très variées? Dans la classe autonome aujourd'hui, il y a 20 types d'outils différents. 20 types d'ateliers différents qu'on peut adapter ensuite à toute matière, à tout niveau. Donc effectivement, ce qu'on utilise le plus, c'est les flashcards. Donc c'est ces fameuses cartes où on a d'un côté, par exemple, la définition, de l'autre côté, le mot, ou d'un côté une formule de mathématiques, de l'autre côté le nom de la formule. Ça, c'est très très efficace parce que ça vient tester le cerveau. Je regarde la formule et avant de retourner, je dis, oui, ça c'est une identité remarquable, c'est la deuxième. Hop, et on retourne. Ah ouais, c'est bon ou c'est pas bon. Et donc on a le retour immédiat d'information, très important aussi. Donc les flashcards, on peut tout apprendre avec ça. Moi, quand je forme des enseignants, on fait des flashcards de plomberie, de poissonnerie, de fleuristerie, de boucherie, de chocolaterie, de latin, de basque. On peut le mettre avec tout ce qu'on veut.
Donc flashcards fonctionne très bien. On a des mind maps, on a des ateliers vidéo, on a des études de documents tout à fait classiques, on a des quiz sur téléphone, on a de la réalité virtuelle, on a des ateliers d'application tout à fait classiques. Hein. Moi, ce que je dis toujours, c'est que je cherche ce qui est efficace. Donc je travaille encore avec des exercices de maths en francs et le bled de 1948. C'est absolument pas un problème. Si c'est efficace, je le garde. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type d'atelier? On a des ateliers où il faut tout manipuler, remettre dans l'ordre des choses, associer des choses avec une étiquette. Ça fonctionne très très bien. Des ateliers de rédaction aussi, parce qu'on n'oublie pas l'exigence des programmes et l'exigence de l'examen. Donc on apprend à faire de la dissertation avec de la classe autonome, on apprend à faire des études de documents, des commentaires composés pour le bac de français, etc. Les dissertations de philo. On a des ateliers pour les langues, par exemple, que sont le confessionnal ou le sketch. Le confessionnal, on va en tête à tête avec l'élève parler en anglais, en espagnol, ou débriefer pourquoi il a choisi telle problématique, ou montrer son exercice de maths, etc. Mais on ne peut le faire que parce que tous les autres sont en autonomie, en fait. Et d'un seul coup, on a ce temps avec l'élève. Le sketch, c'est la même idée, mais c'est les élèves ensemble. J'ai jamais la liste des 20 en tête. Hein. Je sais pas si j'ai dit les 20, mais T'as déjà dit ceux que tu détailles le plus dans le livre. En plus, ouais. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on est sur une génération où tout va vite. Où on swipe, où on regarde des TikTok de 15 secondes. Donc, il faut absolument leur fournir du matériel divers, varié, avec autant de l'écrit que du numérique, avec des couleurs, avec quelque chose qui soit attractif. Le matériel doit être beau. L'esthétisme, pardon, du matériel, c'est super important. Moi, je vois parfois dans des établissements, ils ont pas de photocopie couleur. Ça, c'est triste quand même. Et donc, ils disent, ouais, moi, je peux faire que de photocopie. Donc, l'élève, toute la journée, il est sur TikTok, il est sur Instagram, il voit des trucs avec des couleurs dans tous les sens. Il arrive à l'école, il a un beau document en noir et blanc. Ça, c'est pareil. Moi, ça me tue, quoi. Je me dis, 2023 en France, on n'a pas de couleurs dans les écoles. Quoi? Je trouve ça dingue, quoi. T'expliques que tu utilises la réalité virtuelle et ça m'a vachement fascinée parce que je l'avais jamais pensé de cette manière-là. Pour leur faire visiter un musée, par exemple, leur mettre en réalité, leur permettre d'aller dans un musée du monde, les musées du monde entier. Et c'est vrai que ça doit être fascinant au final de pouvoir la culture, elle est beaucoup plus accessible finalement qu'avant grâce à ça. Hein. Oui, complètement, complètement. La réalité virtuelle, voilà, c'est un outil que j'ai eu que au bout de 3 ans. Hein. Quand j'ai commencé la classe autonome, j'en avais pas et c'était pas indispensable. Hein. C'est juste que quand je l'ai demandé, on m'a dit oui, on peut le faire, donc on l'a fait. La réalité virtuelle, c'est un outil qu'on utilise pas toute l'année, mais de temps en temps. Et effectivement, pour les musées, moi, je leur fais beaucoup voir les villes. Quand on travaille en géographie, les villes, les grandes métropoles, les hubs, la mondialisation, c'est quand même mieux d'être à l'intérieur de Times Square pour voir ça, quoi. Donc, ils voient les villes et effectivement, on vient toucher, là, pour le coup, on vient toucher le cœur. Bon, il y a le corps, ils sont debout, mais on vient toucher le cœur. C'est émouvant. C'est quand ils mettent le casque, ils me font waouh! Parce que c'est vraiment immersif. Ils sont vraiment à Londres ou à New York ou à Tokyo. On a une vidéo où ils sont sous l'eau. Ils vont au musée Atlantico à Lanzarote. Et donc, ils voient les statues qui représentent les migrants sous l'eau. Ils sont vraiment dans l'eau. Enfin, c'est génial pour eux. Après, quand ils passent à l'examen, qui choisissent ce document-là pour l'examen, qu'ils le présentent, ils sont trop fiers de dire, mais moi, je l'ai vu presque en vrai, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que leur impression de liberté, je mets des guillemets avec mes mains parce que c'est comme ça que tu le dis aussi, est très importante parce que il y a un vrai cadre que toi tu mets. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu organises ça parce que les adolescents, mais comme les enfants, ils ont besoin de liberté et d'autonomie en étant sécurisés. Donc explique-nous comment avec eux tu le fais. Ouais, il y a un cadre qui est extrêmement sécurisant, c'est-à-dire que je leur dis ça, c'est 20 minutes de cours, 15 minutes de quiz, 45 minutes d'atelier. Ils le savent et je le respecte. Et pour être sûr que je le respecte, il y a un élève qui est maître du temps, qui chronomètre. J'ai pas le droit de faire plus de 20 minutes de cours. C'est comme ça, ils le savent. C'est un accord qu'on a passé ensemble au premier cours. On est une équipe, je respecte ma parole, ils respectent leur parole. Donc il y a un cadre comme ça, ils ont la feuille avec les ateliers, ils voient bien, je leur dis ça va durer 3 séances. Donc et quand je le dis vraiment faut le faire quoi. Si ça doit durer 3 séances, ça dure 3 séances. Donc on chronomètre, moi je chronomètre tout dans ma tête, j'ai toujours l'horloge en face de moi, ça permet d'avoir un cadre pertinent, c'est-à-dire que je l'ai dit, je le fais. Ensuite, effectivement, ils ont cette impression de liberté. Parce que ils ont à faire tous les ateliers, mais je leur dis tu fais dans l'ordre que tu veux, avec qui tu veux, autant de fois que tu veux. Tu peux t'arrêter au milieu, refaire un autre. Donc d'un seul coup,
Ils ont ce truc de je fais à mon rythme. Si je veux aller vite, je vais vite. Si je veux aller plus lentement sur tel atelier, je vais plus lentement. Si je veux travailler avec mon copain sur cet atelier-là, je le fais. Si là, je sens que je suis mieux tout seul, je le fais. Et ça change tout pour eux. En plus, ce sont des adolescents. Donc la liberté, mais c'est leur graal, quoi. Ils attendent que ça. Ils ont cette soif-là d'indépendance, de liberté. J'ai soif, je sais plus, je crois que même dans le livre, j'ai dû mettre rage d'indépendance. Et ça change tout, parce qu'en vrai, quand on regarde vraiment profondément ce qu'il y a dans les ateliers, il y a rien de fou, de révolutionnaire. Je veux dire, c'est la liberté guidant le peuple, c'est faire une dissertation, c'est faire une étude de doc, c'est apprendre des dates, c'est apprendre des personnages par cœur. Enfin, il y a rien de dingue. Mais la façon juste d'avoir changé la posture et de dire, fais-le toi à ton rythme, et fais-le vraiment sans que moi je sois là derrière, bah, ça change tout, ça a tout changé, hein. La première fois que tu as mis en place la classe autonome, il s'est passé quoi? C'était magique. C'était magique. J'ai vu tous les élèves travailler, tous. Ceux qui aimaient pas l'école, les récalcitrants, les timides, ceux qui avaient un peu trop d'énergie. Bah, d'un seul coup, ils se sont canalisés, sont partis sur les ateliers. Il y avait quelque chose dans les mains, c'était coloré, on pouvait toucher, on pouvait jouer, on pouvait tester des choses. Ouais, ça a été incroyable. J'y ai à peine cru. Je me suis dit, c'est un coup de chance. Je me suis dit, c'est un coup de chance. La première fois, je me suis dit, c'est un coup de chance, c'est pas possible que ça aille aussi loin. Et je l'ai testé sur une deuxième classe, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Et là, je me dis non, c'est pas un coup de chance en fait. Ça marche vraiment bien quoi. Mais c'est d'un seul coup, j'avais dans ma classe ce que j'avais vu dans la classe de Céline Alvarez quoi. Des gamins qui bossaient avec le sourire, tout seuls, à leur rythme. Et moi, j'avais presque plus, je pouvais être en retrait, venir aider celui qui avait vraiment besoin, venir cadrer, venir canaliser, observer. D'un seul coup, je pouvais observer. Donc, j'ai vu des choses chez mes élèves qu'avant, je ne voyais pas du tout. J'ai vu celui qui parlait pas français. Mais en fait, celui qui parle pas très bien français, quand on fait un cours magistral, il dit rien. Donc on s'en rend pas compte, on le voit pas. On le voit au contrôle, en fait. Là, j'ai vu celui qui avait l'âme d'un leader. J'ai vu celui qui avait des bonnes idées et qui voulait pas être le leader. J'ai vu celui qui était dyslexique, alors qu'avant, je mettais plusieurs mois avant de détecter les troubles de l'apprentissage. Là, on le voit très très vite. Il s'est passé un truc de fou. Donc, je suis sortie de ma salle de classe. Je suis allée voir ma directrice pédagogique. Je dis, viens voir. Et elle rentre. Ouais, je me souviens. Elle m'a dit, j'ai plus les mots exacts vraiment, mais elle m'a dit un truc du genre, mais qu'est-ce que t'as fait? Enfin, ils sont drogués. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, elle aussi, elle qui était une ancienne enseignante aussi, elle m'a dit, ouais, on tient quelque chose, quoi. On tient quelque chose, on peut pas le garder pour nous. Et la directrice, après, qui est venue plusieurs semaines après, la directrice d'établissement, pareil, qui m'a dit, mais c'est fou, quoi. C'est fou, ce truc. Et tous les journalistes qui sont venus filmer, après le Global Teacher Prize, ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, c'est dingue, il se passe un truc dans cette classe. C'est un truc de fou, quoi. Et pourtant, les téléphones sont sur la table, hein. Les téléphones sont sur les tables, ils en ont besoin pour faire les ateliers. Eh ben, ils sont pas, rarement, ça arrive, hein, mais ils sont pas sur Instagram ou sur TikTok. Ils sont ensemble. En fait, on les autorise à travailler ensemble. Et Montessori disait, l'adolescence, c'est l'âge social. C'est le moment où ils ont besoin d'être entre pairs. Donc, laissez-les être entre pairs. Je suis convaincue par ta classe, je voudrais venir avec toi. Ça donne vraiment envie. Tu parles dans la façon dont tu mets en place tout ça, que tu as le temps là d'avoir cette posture d'observatrice, mais parce que ça t'a demandé un travail de préparation en amont. Combien de temps ça t'a pris et est-ce que une fois que c'est mis en place, c'est reconduit année sur année où tu évolues, tu changes? Comment est-ce que tu t'organises toi en tant qu'enseignante? En fait, la classe autonome, on change la charge de travail. Le slogan, c'est j'enseigne moins, ils apprennent plus, mais j'enseigne moins ne veut pas dire je travaille moins. Bien au contraire. Donc, en fait, le travail, il est vraiment en amont dans toute la préparation, la conception, la conceptualisation du matériel, dans toutes les questions qu'on se pose pour que l'autonomie fonctionne. Donc, tout le travail, il est en amont, en fait. Donc, au début, oui, ça prend du temps. La première fois, ça prend vraiment beaucoup de temps. Quand j'ai commencé il y a 4 ans, c'était un chapitre, c'était 50 heures de travail. Donc c'était vraiment beaucoup. J'ai suivi les changements de programme en fait pour pas me faire avoir. Donc quand on a changé les nouveaux programmes en CAP première année, j'ai dit allez, c'est maintenant, on y va, je refais tout mon programme de CAP première année. Et l'année d'après, c'est les deuxièmes années qui ont été réformées. Donc là, j'ai pu aller refaire une autre année. Mais il faut savoir que oui, là, je suis en train seulement, là, ça y est, j'ai fini. J'ai fini de mettre mes 4 niveaux en classe autonome. Ça m'a pris 4 ans. Donc, il faut le savoir
Parce que les profs qui sont très enthousiastes avec cette méthode, moi, je leur dis vraiment attention, ne pas trop faire trop vite, sinon vous allez vous épuiser. Donc oui, ça prend du temps. Par contre, point positif, 2 points positifs. Premier point, plus on le fait, plus ça va vite. Donc maintenant, quand je sors un chapitre, je mets 12 heures. Alors qu'avant, j'en mettais 50. Déjà, c'est pas mal. Parce que mon cerveau, ça y est, il sait où il va. Il sait ce qu'il faut faire, je vais beaucoup plus vite. Et je sais ce qui prend du temps ou pas. Donc si j'ai pas beaucoup de temps devant moi, je vais pas m'amuser à faire un atelier drapeau, à planter. Là, c'est ce qui prend le plus de temps. Je vais le faire en plancher passable, ça va aller plus vite. Le deuxième point positif, c'est que maintenant, on a créé un groupe. La classe autonome, elle fait parler d'elle. Donc, on a un groupe sur Facebook, on a 6000 membres. Et les gens partagent, les profs partagent, ils font même des mini-groupes entre eux pour créer du matériel ensemble, pour éviter de créer quelque chose qui va nous prendre 50 heures, alors que quelqu'un a fait exactement la même chose à l'autre bout de la France. Donc, on mutualise. On essaie de mutualiser le plus possible. Et le troisième point positif, c'est que les éditeurs commencent à y aller aussi. Donc, on a sorti là la boîte avec tout mon matériel, moi, d'histoire-géographie, et j'espère vraiment qu'on va le faire en maths, en français, en sciences, parce que c'est le principal écueil, en fait. Et il y a beaucoup de profs qui voudraient faire de la classe autonome et qui disent, ouais, non, trop long, trop fatigant de tout ce travail en amont. Donc, si on peut amener déjà un peu du matériel, je suis sûre qu'on va convaincre d'autant plus de personnes de s'y mettre. Dans l'apprentissage, les phases d'apprentissage que tu proposes, il y a cet outil qui est l'autocorrection. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi corriger tout de suite ce qu'on vient de faire dans son apprentissage, c'est primordial pour retenir l'information? Ouais. Donc, je l'ai découvert dans la vidéo de Céline Alvarez, et c'est Stanislas Dehaene, qui est un grand neuroscientifique français, qui est professeur au Collège de France, qui dit que l'un des piliers de l'apprentissage d'un cerveau humain, c'est le retour immédiat d'informations. Et en fait, quand le cerveau reçoit le message d'erreur, c'est comme un reboot, quoi. En fait, il y a cette plasticité cérébrale qui fait que ça se reconnecte, on comprend l'erreur, et c'est comme ça plus on fait d'erreurs, plus on apprend. Et c'est assez magique. Donc, avoir le retour immédiat d'informations, mais c'est vraiment immédiat, c'est tout de suite. Donc, les flashcards, par exemple, c'est génial parce qu'on retourne la carte et c'est tout de suite, quoi. Et moi, tout le matériel de la classe autonome est autocorrectif. Tout. Donc, quand c'est une étude de document, eh bien, il y a la correction dans un classeur de correction. Quand c'est une dissertation, il y a la correction dans un classeur de correction. Quand c'est des quiz, eh ben, on a la correction automatique sur un téléphone. Et c'est super important d'avoir ce retour immédiat. Moi, j'avais cette intuition du terrain que pédagogiquement parlant, il fallait toujours corriger très vite. Mais même si je corrigeais du jour pour le lendemain, ce qui était quand même le max que je pouvais faire, c'était déjà trop tard, en fait. C'était déjà trop tard. Donc, ou en tout cas, je peux corriger du jour pour le lendemain, mais en tout cas, il faut que je donne la correction, la bonne réponse à l'élève à la fin du contrôle, qu'il l'ait tout de suite sous les yeux. Mais ça, vraiment, c'est les neurosciences, hein, c'est les neurosciences qui nous le disent. C'est la clé, c'est l'élément fondamental de la classe autonome. Vous pouvez mettre autant de matériel que vous voulez, vous pouvez mettre autant de réalité virtuelle que vous voulez, du matériel flexible, tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas l'autocorrection, ça ne fonctionnera pas. Le professeur va s'épuiser parce qu'il peut pas corriger 30 élèves qui arrivent avec 10 exercices différents. C'est humainement pas possible. C'est pédagogiquement, ça fonctionnerait pas. Donc non, l'autocorrection, c'est la base. Ça demande beaucoup de travail en amont, pour le coup. Ça demande du travail en amont, mais finalement, c'est pas tant que ça, parce qu'en fait, moi, j'entends beaucoup d'enseignants dire, mais on fait des semaines de fou, on fait 50 heures, 70 heures, etc., parce qu'en fait, ils passent beaucoup de temps à créer leur cours. Mais ça reste du cours. Si ça reste du cours descendant, c'est moyennement efficace, voire très peu efficace. Donc moi, c'est ce que je dis aux enseignants. Je leur demande, quand je vais en formation, je leur dis, mais tu passes combien de temps à créer tes cours? Je dis, je sais pas, 12 heures, 30 heures, j'y ai passé mon été. Je dis, voilà, passe ton été à faire du matériel, ça sera plus efficace, en fait. Et effectivement, la question que tu posais tout à l'heure, quand c'est créé, on n'y touche plus. Jusqu'à ce que les programmes changent, mais on n'y touche plus. Moi, ce que j'ai créé il y a 4 ans, ça n'a pas bougé, pratiquement pas. J'ai changé un atelier parce que je trouvais qu'il n'était pas assez efficace. Ça doit être tout, ça bouge pas. Une fois que c'est créé pour plusieurs années, donc on peut, voilà, l'année d'après faire une autre classe, et puis une autre classe, et puis une autre classe, et puis une autre classe derrière. Donc là, tu parles de l'autocorrection, c'est essentiel si on veut faire cette classe autonome, et tu évoques aussi dans le livre la répétition. Sans répétition, pareil, l'apprentissage, il se fait pas aussi bien. Oui, la consolidation, c'est le 4e pilier de Stanislas Dehaene. Ouais, la consolidation, c'est super important. Et c'est pour ça que moi, dans la classe autonome, l'élève peut faire l'atelier autant de fois qu'il veut. Donc, ils ont du mal au début, les élèves, parce qu'on leur a tellement appris qu'il fallait réussir du premier coup,
ils ont du mal à comprendre qu'ils peuvent poser les drapeaux sur la carte. À la limite, au pif, c'est pas très grave s'ils savent pas. Aller voir le classeur de correction, regarder, enlever les drapeaux, fermer le classeur, refaire autant de fois qu'ils veulent. Et c'est vrai qu'au début, ils ont du mal. Ils me disent, mais comment je connais pas les dates? Je dis, bah non, c'est normal, tu vas les apprendre. Alors, je leur montre comment fonctionne le matériel la première fois, comme dans les écoles Montessori. Je leur montre la première fois comment utiliser les flashcards, comment utiliser les drapeaux, etc. Et je leur dis, mais vas-y, pose-les, va voir le classeur de correction, puis tu reviendras après. Et je passe mon temps vraiment à dire, est-ce que j'ai dit qu'il fallait réussir du premier coup? Ils me regardent et ils me disent, ah ouais, c'est vrai, mais on me l'avait jamais dit, quoi. Et je passe mon temps à faire ça. Je dis, mais j'ai pas dit qu'il fallait réussir du premier coup. Vas-y, essaye, fais, trompe-toi. Et je leur dis tout le temps, c'est une école ici, trompe-toi. Plus tu te trompes, plus tu apprends. Mais ils sont pas habitués à entendre ça, malheureusement. Oui, là, tu vas à l'encontre de la philosophie française, enfin de la culture française autour de l'école où l'erreur est impossible et c'est les mauvais qui se trompent. Et on est un peu aussi dans la culture de l'humiliation pour soi-disant déclencher de la résilience et de s'en sortir le mieux. Du coup, les élèves, ils doivent être un peu perdus par rapport aux attentes que tu leur en donnes. Non, ils sont pas perdus, ils sont soulagés. Oui, non, j'imagine. Mais au début, ils doivent se dire, mais attends, j'ai le droit. Non, mais vraiment. Mais c'est vrai qu'ils me regardent. Même un jour, un élève qui m'a dit, mais on m'a jamais dit ça. On ne m'a jamais dit ça, quoi. Je dis, mais c'est une école ici. Et c'est écrit au-dessus du tableau, il est écrit l'échec est le meilleur des maîtres. Et là, pour mes élèves dont je suis professeur principal, j'ai fait graver pour tous mes élèves, c'était un cadeau pour la rentrée des classes. Ils ont tous un crayon à papier avec écrit dessus l'échec est le meilleur des maîtres. Ils ont tous leur stylo avec ça gravé dessus, enfin leur crayon à papier. Et c'est un crayon à papier, justement. On peut effacer. On peut refaire. On peut gommer. Non, c'est super, c'est super important. Et je leur dis quand je leur parle de moi, quand je me présente en début d'année, je leur demande toujours un peu leur parcours scolaire, est-ce qu'ils ont redoublé et tout. Et je leur dis, mais vous savez, moi j'ai redoublé, moi enfin j'ai raté mon CAPES, je l'ai refait une deuxième fois, puis je l'ai jamais eu. Puis ils me regardent, mais comment c'est possible? Ils disent, mais, non, mais je dis voilà, c'est pas grave d'échouer, c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de changer de voie, c'est pas grave de tout plaquer pour faire autre chose. L'important, c'est d'être aligné, d'être heureux, d'avoir des étoiles dans les yeux. C'est ça qui est important. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les conséquences de la classe autonome sur la discipline, la motivation et leur apprentissage? Il y a eu quoi comme résultat après? La discipline, bah, c'est très simple. Il n'y a plus besoin d'en faire. Pratiquement. On fait pratiquement plus de discipline. On n'a plus de problème de discipline parce que les élèves ont toujours quelque chose à faire, ont toujours quelque chose dans les mains. C'est assez fou. Moi, c'est ma directrice d'établissement qui est ravie du coup. Sur la motivation, bah c'est flagrant en fait. Les élèves d'un seul coup, ça se voit dans leur corps hein, déjà, dans la posture. Ils sont plus concentrés, ils sont plus motivés, ils ont plus confiance en eux parce qu'on leur dit mais vas-y fais, trompe-toi, essaye, recommence, refais 4 fois, 5 fois, 10 fois, c'est pas grave. Donc ils sont beaucoup plus motivés et en plus ils sont plus motivés parce qu'au bout de 3 semaines, on fait un premier contrôle et là ils se rendent compte de la puissance de mémorisation de la méthode. Et ils disent ah ouais mais en fait j'ai appris quoi, j'ai retenu. Donc ils sont ravis et là on les a gagnés, c'est bon, ils suivent la classe autonome pendant 2, 4, 6 ans selon le nombre d'années où je les ai. Et la motivation, ouais, quand ils voient les premières notes, ils se disent oh, c'est incroyable. Parce qu'ils n'ont pas révisé. Moi, mes élèves, ils sont à la boulangerie 2 semaines, après ils viennent une semaine à l'école. Quand ils retournent à la boulangerie 2 semaines, je sais très bien qu'ils révisent pas, qu'ils ouvrent pas la pochette d'histoire-géographie. Donc c'était ça aussi, c'était une des raisons qui a fait que j'ai créé la classe autonome, c'est que je savais que j'avais des élèves qui n'étaient pas habitués à mémoriser, qui n'avaient pas forcément les codes pour le faire et qui ne révisaient pas du tout à la maison. Je savais que je pouvais pas leur donner de devoirs maison en plus parce qu'ils sont apprentis, sont salariés. Donc, fallait trouver quelque chose. Fallait que le temps en classe, il soit efficient. C'était ça l'idée principale. Donc ouais, ils sont beaucoup plus motivés, beaucoup plus concentrés. Puis ils viennent en cours, ils ont le sourire. Et puis surtout après, ils veulent pas partir. Hier, la sonnerie a retenti. J'ai dû leur dire, j'ai le droit d'aller manger là. Il faut s'arrêter. Et en fait, ils sont dans leur truc. Ils sont en train de faire l'atelier. Et ils se disent, non, mais je veux finir, quoi. Et j'ai des élèves, des fois, qui râlent. Ça m'est arrivé à la sonnerie d'avoir un élève qui me dit, non, non, j'ai pas fini mon atelier, ça va pas, quoi. Quand on voit ça, franchement, sur des élèves de CAP, qui sont pas là pour faire de l'histoire-géographie, qui ont un passif très complexe avec l'école, pour beaucoup qui n'aiment pas aller à l'école, c'est juste génial, quoi.
Quel prof rêverait pas de ça, de des élèves qui ne veulent pas sortir de la salle de classe? Dans le livre, tu vas un peu plus loin que juste ta classe. Tu prends un point de vue plus élevé et tu parles des conséquences de l'emploi du temps en France sur les adolescents notamment, sur le fait qu'on fait classe trop tôt par rapport à la physiologie Ouais, des adolescents. Qui ouais. connaît pas ce truc-là de pas arriver à se lever quand t'es ado? On l'a tous vécu. C'est quoi, du coup, pour toi, l'emploi du temps idéal qu'on devrait ou essayer tenter de mettre en place pour ces âges-là? Bah, pour moi, les ados, faut pas commencer avant 10 heures, hein. Pas commencer avant 10 heures, mais c'est sûr que c'est compliqué parce que ça remet en cause tout, ça remet en cause toute la société, ça remet en cause énormément de choses. Moi, dans mon agence de soutien scolaire et quand je fais les week-ends de révision avec mes jeunes que j'emmène 4 jours dans une maison de campagne pour réviser les examens, on ne commence jamais avant 10 heures. Jamais, parce que je sais très bien qu'ils sont décalés à cause du pic de mélatonine qui est décalé. C'est physiologique, ils n'y peuvent rien. C'est comme ça. Donc non, bah, pour moi, il faut commencer à 10 heures. Et il faut essayer de respecter au maximum les cycles circadiens du cerveau et les phases, quoi. Donc effectivement, le matin, de 10 heures à 11h30, c'est plutôt là qu'il va falloir faire des maths, de la physique, du français. Et après le déjeuner, essayer de faire des cours où on n'est pas dans du descendant, quoi. Donc des cours de langue hyper actifs, où il y a du mouvement, où on se lève, des pédagogies par le projet. Et moi, j'aimerais beaucoup, mais ça c'est un souhait personnel, mais moi je rêverais que tous les cours, toutes les journées, pardon, commencent par des cours d'art. La danse, le théâtre, la musique, le chant, la peinture, le cinéma, la bande dessinée, que sais-je. Mais on l'a vu pendant le confinement. On a vu à quel point ça a été important pour les gens d'avoir la musique, d'avoir le dessin, d'avoir le chant, d'avoir voilà de la danse, etc. C'est des choses qui nous font du bien à l'âme. Ça fait tellement de bien de commencer la journée par ça. J'aimerais qu'on commence la journée par ça. Et je dis dans le livre, effectivement, je sais pas qui a décidé que les mathématiques étaient plus importantes que la danse dans la vie. Je sais pas d'où ça vient ce truc. Je n'ai aucune idée. Mais ouais, j'aimerais bien un jour qu'on puisse le tester, ça. L'emploi du temps que j'ai mis dans le livre tel que je le rêve, qui est pour le coup qui est vraiment une ébauche, qui est vraiment une idée. Je pense que dans 5 ans, j'aurai d'autres idées. Mais ouais, j'aimerais tellement un jour que l'éducation nationale passe un coup de fil et me dise allez, on essaye, on le fait sur un établissement et on voit ce que ça donne, quoi. Ce serait génial. Tu pointes aussi du doigt le fait qu'en France, on n'a pas cette culture de la célébration des diplômes ou de la fin du parcours scolaire et que toi, aujourd'hui, tu as mis ça en place avec tes élèves et que tu es toujours peiné quand tu vois que certains de tes collègues ne viennent pas d'ailleurs. Ouais. Parce que pour vous, en tant qu'enseignant, c'est le reflet de l'année passée, c'est aussi de la reconnaissance par rapport à votre travail. Mais en fait, complètement, moi, je le dis toujours à mes élèves, je dis enfin, ma réussite, c'est votre réussite, hein. Si vous échouez, moi, j'ai échoué quelque part, hein. Je mets tellement d'énergie, je vais tellement les chercher loin, en plus, moi, ceux que j'ai, je vais les chercher très, très loin. Je les ramène des fois des gamins qui voulaient plus rien faire, qui pensaient qu'ils étaient bons à rien, nuls en tout. Enfin, on va les chercher tellement loin que quand on les voit, sur scène avec leur petit diplôme et tout. Moi, je suis là, mais c'est trop bien. Enfin, c'est extraordinaire, franchement. C'est les gamins qui ont le sourire, c'est juste génial. Et ouais, ça me tue. Franchement, ça me tue de me dire qu'on n'est pas tous là, tout le corps enseignant, pour aller les célébrer eux, quoi. Enfin, et donc célébrer aussi nous notre travail. C'est triste, ouais. Je trouve ça triste, surtout que ça dure 2 heures, quoi. C'est pas une soirée à rallonge. C'est un lundi soir, ça dure 2 heures, il y a des petits fours, enfin c'est super, c'est une bonne ambiance, enfin faut venir quoi, c'est juste génial, c'est juste génial. Non franchement c'est trop trop bien, c'est vraiment top. Mais oui la célébration, je trouve ouais il y a pas assez. Moi j'ai mis en place, bah alors pas chaque année parce qu'on a eu le confinement entre deux, mais j'avais mis en place avant le confinement, avant la pandémie, j'emmenais 10 élèves, les 10 élèves les plus méritants parmi mes 10 classes. Les 10 élèves les plus méritants, ils partaient avec moi une journée à Paris. On allait voir le Louvre, on allait voir Simone Veil au Panthéon parce qu'on est CFA Simone Veil, donc on allait faire un petit coucou à Simone Veil. On allait voir Notre-Dame, enfin, on faisait plein de choses. On allait voir meilleurs pâtissiers, les MOF, les meilleurs ouvriers de France, boulangers, etc. Pour eux, c'était juste génial. Et c'était très valorisant pour eux parce que moi vraiment c'était l'élève méritant quoi.
C'est pas le bon élève où je sais que j'aurais pas de problème avec lui à Paris. Non, c'était celui qui avait fait des efforts pour essayer d'être moins vulgaire et donc je voyais qu'il prenait sur lui toute l'année et je me suis dit lui il est méritant vraiment voilà, il a fait beaucoup d'efforts et quand on envoie le mail aux parents pour dire c'est votre enfant qui a été choisi parce qu'il est méritant, oh là là mais ça vaut de l'or quoi. Et cette journée à Paris, ouais, j'adore. J'espère que je vais pouvoir la refaire cette année. Nous, donc, on a mis en place les journées thématiques. Enfin, voilà, mais des moments où on se rassemble en tant qu'école, en tant qu'établissement scolaire. Et puis, j'ai vu là sur TikTok, j'ai vu un prof qui, à la fin de l'année, c'est un prof de physique-chimie. À la fin de l'année, il fait des béchères d'or. Donc, il achète des petits béchères, il les bombe à l'or et il fait l'élève qui a le plus progressé, le prix de la camaraderie, enfin, plein de trucs comme ça. Et il offre ça à la fin à sa classe dont il est professeur principal. Et je me suis dit, mais c'est trop bien, je vais faire ça en géographie avec des globes. On va faire des Golden Globes, ça va être génial. Donc non, je trouve ça bien. C'est vrai que moi j'ai ce souvenir d'être allé chercher mon diplôme dans d'un couloir sombre du 8e étage à Nanterre. Voilà, vous avez votre diplôme quoi, super. Ça manque un peu ce genre de célébration. Mais il y a plein d'établissements qui le mettent de plus en plus, mais c'est à l'initiative de chaque établissement, quoi, qui vont faire. Moi, je sais qu'à Rouen, il y a un lycée à côté de chez moi où ils célèbrent vraiment Halloween, où ils font vraiment un bal de fin d'année, où ils font ça des remises de diplômes. Ça commence à infuser. Je pense que ça nous vient des États-Unis, hein, et puis que ça infuse avec le soft power américain. Tu dis que dans la classe autonome, il y a environ 2% de réfractaires. Et alors, tu dresses un portrait type et l'autre où tu dis tu comprends pas très bien. Pourquoi est-ce qu'on pourrait être réfractaire à ce type de classe? C'est pas tellement des gens qui sont réfractaires, c'est plutôt des personnes pour qui ça va moins bien fonctionner. Ils sont pas forcément complètement réfractaires, mais on voit que ça fonctionne moins bien sur eux. Le premier type, c'est vraiment l'élève brillant. L'élève brillant pour qui tout allait bien. Le système classique, ça lui allait en fait. Et donc là, d'un seul coup, on l'a sorti de sa zone de confort et il est pas bien. Au début, il peut ne pas être bien. Mais attention, il y a plein d'élèves brillants qui adhèrent totalement à la classe autonome. Mais ouais, au début, ça le sort de sa zone de confort et surtout, ça l'empêche de briller. Et ça, c'est difficile pour un élève brillant. C'est que quand on est en autonomie, il peut pas lever la main et dire moi je sais. En fait, on est tous en train de faire notre truc, donc personne ne voit que lui il a la bonne réponse. Donc il y a des parades à ça. Hein. Il y a des parades à ça. Moi, ce que je conseille aux enseignants, c'est vraiment de lui permettre de briller autrement, c'est-à-dire de lui dire ah mais regarde toi t'as super bien compris. Donc est-ce que tu peux aller aider Jonathan? Je crois qu'il a un peu plus de mal. Explique-lui comment faire l'atelier ou les challenger, vraiment aller chercher des ateliers, construire des ateliers spécifiquement pour eux pour aller stimuler leur intellect. Ça, c'est les deux parades qui fonctionnent très très bien. Et effectivement, le 1% restant, c'est un élève que j'ai eu il y a quelques années et c'est une énigme pour moi. J'ai pas réussi. Et alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est que cet élève est revenu au CFA. Donc, je l'ai de nouveau cette année. Donc, je crois que la vie m'envoie une deuxième chance et je vais trouver. Mais oui, c'est un élève qui est hyper actif et la classe classique, ça, c'était compliqué. La classe autonome, il adhérait pas. La pédagogie par le projet, il adhérait pas. La classe inversée, il faisait pas le travail à la maison. Donc, j'ai une deuxième chance. Je vais chercher. Mais effectivement, ça peut être aussi des élèves qui sont pas au bon endroit. C'est des élèves qui sont complètement démotivés et qui ne veulent même pas être là, mais vraiment pas du tout, qui veulent pas être boulangers. Enfin, ça peut arriver vraiment des élèves qui lâchent, qui ont complètement lâché, et là, ça va être plus difficile d'aller les chercher. Donc non, c'est pas une méthode à 100%, bien sûr. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les conséquences que ça a eu pour toi d'être nommé parmi les 10 professeurs au Global Teacher Prize? Ce que ça a amené pour toi, la lumière que ça a mis sur ton travail? Ça a changé ma vie. Ça a complètement changé ma vie. Ça a eu l'effet que je voulais, c'est-à-dire que moi, quand je me suis lancée dans cette aventure, l'idée, c'était, il me faut un tremplin, il me faut une tribune, il me faut quelque chose pour qu'on entende la voix de la classe autonome. Parce que quand je l'ai créé, j'ai compris tout de suite que c'était quelque chose d'incroyable. J'ai compris tout de suite qu'il fallait absolument diffuser ça. Et j'avais du mal à ce qu'on m'écoute, en fait. Parce que j'arrivais, je disais coucou, j'ai un truc génial, et en fait, ça prenait pas, dans les médias, ça prenait pas, l'éducation nationale encore moins. Qu'est-ce qu'ils allaient écouter quelqu'un qui était pas diplômé, qui était pas certifié, qui enseignait dans un CFA. Enfin, j'avais pas de légitimité du tout. C'était très compliqué. Et ça m'a donné une voix, vraiment. Enfin, ça m'a donné une voix.
Ça m'a permis d'aller parler de la classe autonome dans les médias. Ça m'a permis de faire beaucoup de podcasts. Ça m'a permis d'être interviewée. Voilà, ça s'est diffusé. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu en parler. Ça m'a permis d'écrire ce livre. Jamais dans ma vie, j'aurais pensé un jour écrire un livre. Donc ça, c'est une aventure assez incroyable. Ça m'a permis, oui, de rencontrer de fil en aiguille, voilà, des personnes qui avaient un réseau, qui pouvaient me faire rencontrer d'autres personnes, des journalistes qui m'ont fait rencontrer des personnes qui travaillent avec l'éducation nationale, avec des inspecteurs, avec le rectorat, avec voilà, ça m'a ouvert énormément de portes, ça en ouvre toujours. Ça a tout changé, ça a changé ma vie, vraiment. Ça a donné beaucoup d'opportunités, donc j'en suis ravie puisque c'était ce que je voulais. Même si j'avais pas du tout prévu le top 10. Moi, dans mon petit carnet dans ma to-do list, d'ailleurs, je l'ai encore, c'est assez joli. C'était écrit, je me donne 10 ans pour être dans le top 50. Et tu l'as eu la deuxième année. C'est la deuxième fois que je le faisais. Ouais. C'est la deuxième fois que je participais. La première fois, j'avais eu les présélections, mais pas le top 50. Et la deuxième fois, bam, top 50, top 10. Et donc ça, je m'y attendais vraiment pas. Je m'y attendais vraiment pas. Ça a été magnifique. Et puis surtout, ça a été une très grande fierté de représenter la France, qui était jamais arrivée au top 10. En 2020, il y avait aucun Français dans le top 50. J'étais vraiment hyper fière mais c'était pas pour moi, c'était pour les profs passionnés qui sont dans l'ombre, dont on parle pas souvent, parce qu'on entend plus parfois ceux qui râlent. Et il y a plein de profs passionnés, il y a plein de profs qui ont eu la même idée que moi, il y a plein de profs qui font des choses qui ressemblent vraiment à la classe autonome. Il y a plein de profs qui font des trucs de fou, il suffit d'aller sur Instagram pour en voir déjà quelques-uns. Et ces gens-là, vraiment, ils donnent d'énergie, un cœur à leur métier. Enfin, c'est sublime. Et moi, j'étais contente de représenter ces personnes-là. Et puis, j'étais ravie de rentrer dans cette communauté de profs un peu fous que sont les ambassadeurs de la Varkey Foundation. Parce qu'on est tous des dingos de pédagogie, quoi. On est tous des dingues de notre métier. On a ça dans le cœur, dans le sang, quoi. On parle régulièrement ensemble. On a un groupe WhatsApp qui est très particulier parce qu'on est tous sur des fuseaux horaires différents. Donc, c'est pas mal. Et on a eu la chance de se rencontrer l'année dernière à Lisbonne. C'était extraordinaire, quoi. De rencontrer, j'ai rencontré donc Yuka de Finlande, des profs des Pays-Bas, d'Italie, d'Estonie, d'Albanie, Portugal. Enfin, c'est génial, quoi. Et ça permet de relativiser aussi beaucoup. Quand on regarde comment les autres travaillent dans leur pays, on se rend compte, on a tous nos problématiques, on a tous nos contraintes, on a tous nos problèmes, et c'est super intéressant de s'ouvrir un peu aux autres pays. Ça a été quoi la conséquence aussi pour tes élèves? Parce que, mine de rien, t'es prof en CFA. En France, on a une grande tendance à hiérarchiser ce qui est bien et pas bien à l'école. Il y a forcément, j'imagine, parfois des problèmes de reconnaissance par rapport aux apprentis. Et de montrer que leur professeur peut être élu dans ces 10 meilleurs, ça leur a fait du bien? Ouais. Oh non, ils étaient tellement fiers. Ils étaient vraiment hyper fiers parce qu'effectivement, ça a mis la lumière sur eux. Ça a mis la lumière sur les CFA. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais je savais même pas ce que c'était qu'un CFA avant de voir les reportages sur toi, etc. Beaucoup de gens qui connaissaient pas du tout ce milieu de l'apprentissage. Et donc, non, ils étaient super fiers. Et effectivement, ils ont du mal, encore, moi, mes élèves, ils sentent bien qu'ils sont un peu le bas de la chaîne alimentaire de l'éducation, quoi. Enfin, un jour, je m'étais présentée et j'ai un de mes élèves qui m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Avec le CV que vous avez, qu'est-ce que vous faites là? Et je lui ai répondu, ah bon, parce que les CAP, ils n'ont pas le droit d'avoir de bons profs. Mais c'est ça, ils ont encore ce truc-là, mais non, maintenant, ils sont vraiment très, très fiers. Et même, ils ont du mal à le croire. Parce que là, j'avais pris une année de disponibilité, justement, pour écrire. Donc, j'ai eu une année où je n'étais pas là. Là, je suis revenue en septembre. Et donc, j'ai d'anciens élèves qui me connaissent, qui étaient encore là, et plein de nouveaux qui sont arrivés, qui ne m'avaient jamais vu. Et puis, il y en a qui me disent, mais madame, c'est vrai que vous êtes dans le top 10 mondial. Et ils me croient pas, ils pensent que c'est une blague, ils pensent que les autres leur font une blague, quoi. Je leur dis, si, va voir sur Google. Mais ouais, ils sont très fiers. Pour terminer l'entretien, c'est quoi les prochaines étapes pour toi? Qu'est-ce que t'aimerais ou qu'est-ce que tu as envie de faire avec la classe autonome? La prochaine étape, c'est vraiment la formation. Donc là, j'ai développé, ça fait presque 2 ans que je forme partout en Europe, enfin partout où on veut bien m'inviter. Et pour moi, la prochaine étape, ça serait de monter
vraiment une équipe de formateurs parce que moi toute seule je vais m'épuiser si je veux aller former tout le monde. Donc d'aller chercher une petite équipe de formateurs qui pourraient aussi eux former à la classe autonome. Mais c'est ça, la prochaine étape, c'est vraiment la diffusion large, très très large. C'est pour ça que j'ai écrit, c'est pour ça que j'ai fait une boîte de matériel avec Hachette. C'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube, c'est pour ça que que je développe sur les réseaux sociaux. Ça me prend du temps, c'est fatigant. Quand on voit la classe autonome fonctionner, on peut pas la garder pour soi. On peut pas la garder pour soi, surtout quand on voit la crise actuellement de l'école, quand on voit des professeurs déprimés, des gens qui démissionnent, des élèves qui vont pas bien, vraiment. On se dit, mais non, en fait, il y a des clés, il y a des solutions. C'est pas la solution miracle. Il y en a plein d'autres. L'éducation, c'est pas une science exacte. Il y a plein d'autres méthodes qui fonctionnent. Mais en tout cas, celle-là, moi, je sais qu'elle fonctionne. Je le vois tous les jours devant mes yeux. J'en ai la preuve tous les jours. Donc, je veux vraiment la diffuser. C'est la prochaine étape. C'est vraiment ça. C'est de la diffuser à une autre échelle. Hmm. Merci beaucoup, Juline, d'avoir pris ton temps, parce que je vois que tu es très occupée. Je voulais te dire un grand merci particulier, parce que grâce à toi, j'ai réalisé quelque chose, que j'ai lu ton livre cette semaine. Et moi, je suis partie aux États-Unis, j'avais 17 ans. Je suis allée dans un lycée privé un peu démocrate. C'était en 2006. Et tout ce que tu as décrit, je l'ai vécu, moi, au lycée. Tout ce que tu décris, enfin, même, tu vois, nous, on avait de l'autocorrection avec les profs, on avait 20 minutes. Enfin, c'était vraiment très particulier, l'organisation. Et ça m'a vachement émue de me dire que j'avais jamais compris pourquoi ça m'a marqué autant cette année-là, pourquoi ça a changé ma vie à moi. Et comment toi, tu décris ta méthode. Et je me dis, bah oui, mais je sais, en fait, parce que cette année-là, elle avait une pédagogie, il y avait quelque chose derrière. Il y a plein de choses différentes aussi, mais mine de rien, c'était le fond. Et ça, vraiment, je te le dis, ça, personnellement, ça m'a émue de lire ton livre parce que ça a résonné en moi de me dire, mais ça m'a passionné cette année au lycée. Et parce que tout ce que tu décris, je l'ai expérimenté en tant qu'élève, en tant qu'ado. Alors, par contre, nous, on faisait cours à 7h30 le matin. Parce qu'il faisait nuit à 16h où j'habitais, donc c'était obligé. Mais donc voilà, merci. Mais, donc, en tout cas, un grand merci juste pour moi, personnellement, pour cette réalisation. Parce que je suis la preuve vivante que effectivement ça marche. Je t'en prie, mais ouais, ça m'étonne pas que les États-Unis aient des choses comme ça. Ça m'étonne pas du tout parce que quand j'ai formé une prof du Canada, elle m'a dit mais nous ça fait 20 ans qu'on travaille comme ça où c'est l'élève qui est acteur. Ouais, exactement. Ce que je raconte souvent, c'est que par exemple on faisait un cours d'histoire sur la Révolution française et le prof nous donne 10 pages à lire dans le livre et après le lendemain on a fait du théâtre où il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, enfin il y avait les gens de la famille royale et ceux qui voulaient les tuer et pourquoi, quels étaient nos arguments. On a fait un débat en fait. Est-ce que c'était ok, pas ok? Et moi je dis mais on parle de mon pays, la Révolution française. Moi mon cours j'ai dû relire, écrire des définitions, on m'a dit que c'était comme ci, comme ça et c'est tout, on m'a pas demandé mon avis en fait. Et ça m'avait marqué. C'était incroyable. Mais voilà, on faisait du théâtre, tu vois, en cours de Ouais, mais oui, bien sûr. Bien sûr, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Moi, j'utilise la classe autonome, mais quand je vois sur Instagram certains profs ce qu'ils mettent en place, il y a plein de méthodes efficaces. Vraiment, il faut aller les chercher et puis surtout, il faut former les enseignants avant qu'ils rentrent dans les salles de classe. Il faut vraiment les former à plein de pédagogie et ils iront piocher ensuite ce dont ils auront besoin selon les situations. Mais on peut plus continuer à envoyer des enseignants sans les pas armés quoi, pas armés, car ils savent pas comment fonctionne le cerveau, on sait pas comment fonctionne la dyslexie quoi mettre en place, la psychologie, j'en parle même pas. Enfin, on peut plus les lâcher comme ça. Il va falloir les former réellement, que ça devienne des experts vraiment de l'éducation quoi. Et comme tu dis aussi, de faire de l'école un lieu de vie ou le lycée. Et c'est vrai que moi, je l'ai expérimenté aux US où c'était un vrai lieu de vie. C'était juste incroyable tout ce qui se tramait autour. Et en France, c'est oui, tu viens, tu repars et bon, tu crées tes amitiés, mais t'as pas la fierté d'appartenir à un établissement en particulier, en fait. Et je me souviens qu'aux États-Unis, c'était très important d'être fier de venir de cet endroit-là. En France, il y a ça, mais dans le supérieur. Les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs. Voilà. Ouais. Ouais. Pas à l'université, au final. Moi, j'étais à l'université. Non, l'université, non. Non, moi, je l'ai pas du tout vu à Nanterre, je l'avais pas, mais je sais que j'ai des amis qui ont fait des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs et qui me racontaient les soirées d'intégration, les élections des associations des élèves, toute la vie qu'il y a eu comme ça dans les écoles de commerce. Limite, j'avais envie d'aller m'inscrire. Je dis, c'est quoi les diplômes prépa? Qu'est-ce que je peux faire?
C'est ça, on a envie d'avoir cette vie-là. Moi, j'essaye, voilà, de l'instiller un petit peu au CFA. Mais c'est des initiatives personnelles de profs. Il y en a plein partout en France. Mais on s'épuise, en fait. On s'épuise vite s'il n'y a pas d'autres profs qui viennent se mettre avec nous, dans le truc. Et moi-même, vraiment, je le dis parce que je l'ai vécu. J'ai vraiment eu une période de surmenage. Vraiment, je peux en parler. Vraiment, je le dis aux enseignants que je forme. Attention, des fois on est tellement motivé, on veut tellement mettre tout notre cœur là-dedans que ça peut être aussi mauvais pour notre santé. Attention. Voilà, si j'ai une dernière question. Est-ce que ça a eu une caisse de résonance au niveau de l'éducation nationale? Est-ce que ils ont été intrigués par ça? Pas pour le moment. C'est-à-dire qu'ils ont une prof qui a été nommée dans les 10 meilleurs profs au monde et personne n'est venu te voir? Non. Waouh. Non. La cérémonie, la finale, c'était à l'UNESCO, c'était à Paris. Rien. Eh ben, ok, c'est bien, ça en dit long sur. Je comprends pourquoi vous épuisez. Pas pour le moment, mais je ne désespère pas. Et franchement, je préfère passer par le terrain. Je préfère vraiment passer par le terrain, aller dans les établissements qui m'appellent, aller former des profs, qui m'envoient des photos là, génialissimes de ce qu'ils sont en train de faire en cours. Je préfère faire ça plutôt que d'avoir eu un rendez-vous en haut lieu et qu'on me dise ouais c'est génial votre travail, on va le mettre en place, on va faire des réunions toute une espèce d'usine à gaz et que finalement il y a rien qui sorte. C'est parce que Céline Alvarez, c'est ce qui s'est passé. L'éducation nationale a mis le feu vert. Ils ont dit ok, on y va, on expérimente pendant 3 ans et à la fin on a dit non. J'imagine à quel point elle a dû tomber de haut quoi. Donc franchement, ça me gêne. C'est pas très grave. J'aimerais bien que quelqu'un de l'éducation nationale vienne voir. Mais voilà, pour l'instant, je travaille sur le terrain avec des lycées, des collèges éducation nationale parfois, avec parfois des lycées privés, parfois le ministère du Travail, parfois le ministère de l'Industrie. Je forme au rectorat de Rouen, comme quoi, je préfère passer par le terrain. Vraiment, c'est plus utile. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était vraiment passionnant. Merci à toi pour le partage. Bravo pour ton livre et j'espère que ça résonnera sur le terrain, comme tu dis, parce qu'on en a besoin. Merci à toi, Juline. Merci. C'était Juline Anquetin-Rault, formatrice et créatrice de la classe autonome et autrice du livre « La prof qui murmurait à l'oreille des ados ». Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler. D'ailleurs, d'après Spotify, la matrescence fait partie des 1% de podcasts dans le monde les plus partagés via WhatsApp notamment. Je vous en suis infiniment reconnaissante. N'hésitez pas donc à partager autour de vous des profs ou autres. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine ou peu importe où vous en êtes dans votre journée. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.